Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. C'est l'un des projets les plus importants et les plus étendus du monde en matière de recherche scientifique internationale. Un projet auquel ont participé 7 partenaires et non des moindres: Europe, Japon, USA, Chine, Russie, Inde et Corée du Sud entre 2005 et 2006. Son nom, ITER, pour Réacteur thermonucléaire expérimental international. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est en France, plus précisément à Saint-Paul-et-Durance, dans les Bouches-du-Rhône, que ce réacteur est assemblé. Mardi 28 juillet, jour où a débuté officiellement l'assemblage du réacteur du projet ITER, le président Macron a adressé un message dans une vidéo préenregistrée diffusée lors de la cérémonie organisée sur le site d'ITER. Il est des moments où les peuples, les pays du monde choisissent de dépasser leurs différences pour se hisser à la hauteur de l'histoire. Et le lancement, au milieu des années 2000, du projet ITER est de cela. ITER, c'est une promesse de paix. Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l'Europe, l'Inde et la Corée mettant à disposition leurs plus grands scientifiques, leur meilleur savoir-faire pour le bien commun. C'est la preuve que ce qui rassemble les hommes et les États est plus fort que ce qui les divise. ITER, c'est une promesse de progrès, de confiance dans la science, et c'est d'ores et déjà une prouesse scientifique et technologique. Imaginez que l'expérience soit concluante, qu'elle puisse trouver demain des applications industrielles. Nous aurons mis au point là une énergie non polluante, décarbonée, sûre et pratiquement sans déchets, qui permettra tout à la fois de répondre aux besoins de toutes les zones du globe, de relever le défi climatique et de préserver les ressources naturelles. Avec la fusion, le nucléaire peut être une filière d'avenir, encore plus qu'il ne l'est déjà. ITER, c'est précisément un acte de confiance en l'avenir. Les plus grandes avancées de l'histoire ont toujours été des paris, des parcours semés d'embûches. Au départ, on pense toujours que les obstacles seront plus forts que la volonté de faire, d'avancer, et ITER renoue avec cet esprit de découverte, d'ambition. Avec cette idée que grâce à la science, demain, en effet, peut être meilleur qu'hier. C'est pourquoi je suis fier que notre pays accueille ce projet pour l'avenir de l'humanité. ITER en latin signifie le chemin. La France, dans une Europe forte, entend à nouveau être de ces forces qui tracent pour le monde un nouveau chemin, un chemin de prospérité, un chemin de progrès pour tous. Merci à vous. Avec la fusion, le nucléaire peut être une promesse d'avenir en nous offrant une énergie non polluante, décarbonée, sûre et pratiquement sans déchets. Mais le projet ITER, qu'est-ce que c'est? Pourquoi 7 partenaires de poids y ont participé? Quelle est sa portée internationale? Pour en parler, je suis avec Pierre Bonnefoy, chargé des questions scientifiques à l'Institut Schiller France, et Karel Verheyken, vice-président du parti Solidarité et Progrès. Mais avant de lancer notre débat, voici 2 mini-reportages sur le projet ITER. Le travail a débuté pour l'assemblage du réacteur thermonucléaire expérimental international en France. Et le président chinois Xi Jinping a transmis un message de félicitations pour l'occasion. Xi a déclaré dans sa lettre que le projet incarne le désir de l'humanité, un usage pacifique de l'énergie en fusion. Et la Chine utilisera son savoir et sa puissance pour aider au développement continu du projet. L'ITER est l'un des projets les plus importants et les plus étendus en matière de recherche scientifique internationale. La Chine a officiellement rejoint le programme en 2006. Le soleil artificiel conçu par la Chine a atteint une avancée importante en atteignant une température de 100 millions de degrés Celsius et cela pourrait paver la voie du développement d'une énergie nucléaire propre. L'expérience a été menée par l'Institut de physique du plasma. Il utilise les éléments du deutérium et du tritium qui sont largement présents dans l'océan afin d'imiter la fusion nucléaire du Soleil. L'Institut déclare que le succès du réacteur et l'innovation peuvent apporter une base technologique cruciale pour l'énergie nucléaire propre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le projet ITER, qu'est-ce que c'est?
C'est un projet de coopération internationale essentiellement. Il s'agit de montrer qu'on est capable de produire de l'énergie avec un processus de fusion nucléaire contrôlé en fait. Et ce projet précède la construction d'un réacteur de démonstration. Donc lui, c'est qui sera un réacteur de démonstration qui sera le prototype en quelque sorte d'un réacteur industriel. Là, pour l'instant, c'est un objet de recherche et il doit valider un certain nombre de principes. C'est un tokamak, c'est-à-dire que le processus qui est utilisé pour la fusion thermonucléaire, c'est ce qu'on appelle le confinement magnétique. Il y a d'autres processus, mais celui-là, c'est le plus répandu. Et parmi les objectifs, d'abord, il doit produire plus d'énergie que ce qu'il en consomme. Parce que jusqu'à présent, on a produit des réactions de fusion, mais disons qu'on n'a pas encore atteint, on est très proche du break-even, il faut quand même qu'un réacteur soit capable de produire plus d'énergie que ce qu'il en consomme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, non. Et pourtant, la France, elle est leader en la matière, avec 57 réacteurs, me semble-t-il. Non, non. Vous parlez mais ça n'a rien à voir. Non, là, vous parlez les réacteurs sont des nucléaires. Réacteurs à fission. C'est-à-dire qu'on a des noyaux lourds, uranium, plutonium, qui sont fissionnés, qui sont cassés en des éléments plus petits, et cette fission produit de l'énergie. Là, c'est à l'autre bout de la classification des éléments qu'on trouve. Là, c'est le scientifique qui parle. Hein. De toute façon, justement, c'est ma deuxième question. Est-ce qu'on peut comparer le réacteur thermonucléaire expérimental international à un soleil artificiel? En partie, oui. Parce que c'est justement les réactions qui ont lieu dans ce réacteur sont le même type de réactions de fusion qui ont lieu dans le Soleil. Ce qui prouve que ça marche. Et dans le Soleil, comment ça marche? Alors pour nous, néophytes, comment le Soleil produit de l'énergie? Alors il y a trois conditions qui doivent être réunies, et c'est ça tout le défi de la recherche à l'heure actuelle. Il faut que d'abord les isotopes de l'hydrogène soient confinés avec une densité suffisamment importante. Bon, le Soleil, au centre du Soleil, il y a une pression gigantesque, donc là, ce n'est pas un problème. Ensuite, il faut que cette compression, elle dure suffisamment longtemps. Et là, pour l'instant, les réacteurs à fusion qui existent, les tokamaks, arrivent à maintenir un plasma pendant quelques secondes ou quelques minutes. Le record, c'est 6 minutes 30 en fait. Et enfin, il faut qu'il y ait une température suffisamment élevée qui soit atteinte. Alors la différence entre le Soleil et ITER, c'est que comme on ne pourra pas atteindre les conditions de pression qu'il y a dans le Soleil, donc on se rattrape, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les 15 millions de degrés qu'il y a au cœur du Soleil, ITER devrait atteindre des températures 10 fois plus importantes, 150 millions. 150 millions, ouais. Pour rattraper en fait les conditions de production de l'énergie du Soleil. Ah, c'est ça. Et ces trois conditions ont déjà été atteintes séparément. Et il faut qu'elles soient assemblées. C'est ça le défi en fait. Donc le Soleil artificiel, c'est ça en fait. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu 15 ans pour voir débuter le 28 juillet l'assemblage du réacteur du projet ITER? 15 ans, ça veut dire que ce projet il remonte à 2005-2006. Oui, c'est-à-dire, et encore, c'est en réalité plus loin. On pourra en parler tout à l'heure. Ouais. Parce qu'en fait, les premières idées sont venues un peu comme, disons, c'est tout le paradoxe de l'histoire. C'est un moment où il y avait une énorme confrontation entre la Russie et les États-Unis, à l'époque de Reagan et Gorbatchev. Et à un moment donné, ils ont décidé de changer en fait l'ordre du jour. Et en 1986, à la conférence de Genève, les scientifiques américains et russes en fait, ont décidé on va faire un grand projet de coopération mutuelle, alors que la Russie et les États-Unis étaient et pourtant, très opposés sur la question de la guerre des étoiles.
il y a eu des gens qui ont dit qu'il faut aussi montrer que la paix, ce n'est pas seulement des armes, c'est aussi la coopération internationale. Donc ITER, au début, c'est en 86. Après, il y a eu la préconception, il y a eu les études des ingénieurs, etc. Après, il faut réunir le financement. Et c'est en 2003 que d'abord la Chine et la Corée. 2003. Donc au début, il y a juste les États-Unis, la Russie oui. avec le Japon Oui. et l'Euratom, qui est l'agence européenne de l'énergie nucléaire, donc des 28 pays de l'Union européenne. Et ensuite, en 2003, il y a la Corée et la Chine qui rentrent. Les pays émergents. Du coup, les États-Unis qui étaient sortis reviennent. Compliqué. Pour ensuite, quelles raisons ils étaient sortis alors? Ça dépend des élus. Il y avait déjà des fortes tendances un peu nationalistes, disons, qui disaient tout cet argent-là, on va donner les secrets à nos ennemis. C'est quelque chose qui a toujours fait débat. Et ça existe. Après, toujours. il y a eu l'Inde aussi qui est entrée dans le jeu, plus la Suisse, etc. Il y a d'autres pays. Et donc en 2006, finalement, il y a la grande cérémonie à l'Élysée avec Jacques Chirac. Parce qu'après, avant même, il y a eu une bataille pendant 2 ans pour savoir si le siège ce serait au Japon, en France ou en Espagne, etc. Et donc, suite à toutes ces négociations, on a déjà mis 20 ans pour signer le traité en 2006. Donc en 2006, là ça devient, c'est le choix du site de Cadarache, le traité est signé, et là on commence les travaux en 2006. Ouais. Donc il y a 15 ans. Il y a quoi? Oui, 15 ans, 5 ans. Il y a 14 ans. Et donc 14 pendant ans. 14 ans, on a réuni les éléments qui sont... Chaque pays produit une partie des éléments qui commencent à arriver sur place. Et donc maintenant, on va avoir pendant 5 ans l'assemblage pour commencer à faire marcher la machine. On va y revenir, notamment à ce fameux traité-là, signé en 2006. Si vous voulez. Alors, qu'est-ce que le projet ITER par rapport à un réacteur nucléaire dit classique alors? Parce qu'au tout début de notre entretien, j'ai failli comparer ce projet ITER à un réacteur nucléaire. Vous êtes tout de suite intervenu en disant « Attention, ce n'est pas du tout la même chose ». Alors, parlons-en. Oui, donc c'est la fusion et non pas la fission. C'est la fusion. Voilà, on fusionne des éléments légers. Dans le projet ITER, on fusionne. On fusionne avec de l'hydrogène, des isotopes de l'hydrogène. On obtient l'hélium, qui est l'élément suivant de la classification, qui est un peu plus lourd. Tandis que les réacteurs de fission, effectivement, c'est le contraire. On fissionne des atomes lourds. Et là, paradoxalement, c'est le contraire. C'est cette fission qui provoque un dégagement d'énergie, en fait. Donc, maintenant, il y a effectivement une chose sur laquelle on insiste beaucoup sur ces questions-là, c'est la production de déchets, en fait. Mais disons qu'il y a quand même un concept qui est important à introduire ici, qui en général est présenté par les politiques, mais de manière assez évasive, en fait. C'est la question de la densité d'énergie, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qui mesure finalement l'impact qu'une certaine ressource peut avoir? C'est la densité d'énergie, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de produire quelle quantité d'énergie avec une quantité de masse donnée. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre de grandeur, avec 1 gramme de combustible pour la fusion, donc d'hydrogène, on va produire autant d'énergie qu'avec une 50aine de barils de pétrole, c'est-à-dire 7 tonnes. Donc c'est le rapport des masses et de l'ordre de plusieurs millions, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup plus d'énergie est concentrée dans les processus de fusion que dans les processus purement chimiques. Et là, évidemment, ça veut dire que la fusion est le processus le plus efficace. Ça veut dire qu'on produit plus avec moins. Et c'est pour avec beaucoup moins. Avec énormément moins. Ah oui. Mais par contre, pour initier le processus, il faut quand même, je dirais,
franchir certaines étapes. On ne va pas, disons, passer de l'énergie du bois à l'énergie de la fusion, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non. Il faut, pour démarrer une réaction de fusion, on espère obtenir 500 mégawatts avec ITER en fournissant 50 mégawatts. C'est-à-dire 10 fois moins. 10 fois moins, c'est un rapport 10 fois intéressant. moins, oui. Oui, on fournit 10 fois plus que ce que l'on consomme, je veux dire. Plus, ouais. Mais 500 mégawatts, et même 50 mégawatts, c'est énorme quand même, parce que un réacteur nucléaire comme l'EPR, par exemple, fait à peu près 1600 mégawatts, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que l'on essaye de produire avec ITER. En fait, EPR, quand on parle d'EPR, on reste dans la même logique. On reste dans la fission. Tout à fait, on reste dans la fusion, tandis que ITER, c'est complètement différent. Hein. La nouveauté. L'autre chose, c'est la disponibilité de la ressource. Parce que l'hydrogène, c'est par exemple, c'est dans l'eau. C'est-à-dire dans l'eau, avec 1 mètre cube d'eau, c'est l'équivalent de 700 tonnes de pétrole, avec 1 mètre cube d'eau. En plus, tous les pays qui ont accès à l'eau auront en fait accès quasiment d'une façon quasiment gratuite. Quand vous parlez... S'ils ont la technologie pour sortir l'hydrogène et la préparer, ça veut dire qu'on aura une démocratisation de l'accès à l'énergie grâce à cette technologie de fusion. Mais est-ce qu'on a assez d'eau? 60% du globe terrestre, c'est de l'eau. Maintenant, il faut l'eau. Parce qu'il y a l'eau douce et l'eau douce, ça représente très très peu. Ouais, donc là, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc en fait, non, on a je dirais pas une quantité de combustible illimitée, mais sans commune mesure avec les ressources que l'on a à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça, quand on parle entre guillemets, d'impact sur l'environnement, il faut bien réaliser que plus on utilise un processus efficace, moins en fait on aura entre guillemets de dégâts sur l'environnement. C'est pour ça que c'est pas une provocation de dire que les énergies les plus polluantes aujourd'hui sont les énergies disons entre guillemets renouvelables et intermittentes qui demandent des quantités gigantesques de matière pour une quantité d'énergie donnée, quoi. C'est-à-dire qu'avec c'est pas simplement une question quantitative, c'est-à-dire que si vous avez des processus plus denses, il y a surtout des travaux que vous pourrez faire que vous ne pourrez pas faire. Par exemple, si vous voulez faire voler un avion, on utilise le kérosène. La même quantité d'énergie pourrait être produite en brûlant du bois. Mais si vous essayez de faire un moteur d'avion avec du bois, ce sera, comme le bois, il en faut beaucoup, ce sera tellement lourd que votre avion ne pourra pas décoller. Donc, à un moment donné, si vous voulez, si on veut produire certaines activités nouvelles, vous êtes obligé d'aller dans des densités d'énergie de plus en plus fortes. Et là, en particulier, ça repose de manière très positive la question des déchets, parce qu'il y a en fait un principe qui est connu depuis les années 70. Si on arrive à produire de la fusion thermonucléaire contrôlée, on sera capable d'avoir la torche à fusion. La torche à fusion, c'est un plasma qui a une température tellement élevée que toute matière que vous mettez dedans se dissocie par atome. Autrement dit, vous pouvez avoir un tri d'à peu près n'importe quoi, donc plus besoin effectivement de choisir la poubelle verte, bleue ou jaune, vous mettez vos saletés. Donc en fait, vous résolvez la plupart des problèmes de déchets qui sont posés aujourd'hui. Ben oui, justement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de centrales nucléaires, on pense en même temps aux déchets radioactifs. Hein. Oui, voilà. C'est qui représente... Ça veut dire que c'est franchement l'énergie nucléaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est pas une énergie propre au sens strict du terme. Oui, c'est parce qu'on s'est arrêté à des modes de production du nucléaire d'il y a 70 ans. C'est ça. Et on a maintenu cela. Par exemple, avec la fusion, le déchet, c'est en fait l'hélium qui n'est pas radioactif. Il n'y a plus de déchets en fait. Il n'est pas. Parce que il y a des éléments du réacteur qui seront irradiés
et qu'il va falloir traiter au moment du démantèlement. Parce que le président Macron, il parle d'une énergie non polluante, ça vous le confirmez, décarbonée, sûre et pratiquement sans déchets. Pratiquement sans déchets. Il y a quand même un peu de déchets. Il y a toujours des... Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours du déchet. Ça, c'est une loi de la nature, de la physique. Déchets. Mais plus vous avancez dans les densités d'énergie importantes, moins vous aurez de déchets relativement à la quantité d'énergie que vous avez produite. C'est pour ça qu'on a tort de dire que le nucléaire de fission, ça produit beaucoup de déchets. Par rapport... disons, aux déchets que vont laisser les éoliennes et les panneaux solaires au bout de 20 ans qui seront inutilisables, je vous assure que le nucléaire est beaucoup plus propre que les énergies intermittentes. C'est un paradoxe. Enfin, le nucléaire... de fission. De fusion, voilà. Oui. Ouais. Mais en fait, jusqu'à présent, moi, personnellement, j'ai peu entendu parler du nucléaire de fusion, en fait. Oui. Pour quelle raison? Enfin, la presse n'en parle pas beaucoup, hein. Jusqu'à cette fameuse livraison, en fait, d'un des composants du réacteur du projet ITER par la Chine, le fin juin, c'est ça, hein, fin juillet. Oui, c'était dans ces eaux-là. Voilà. Le 22 juin, oui. Le 22 juin, plus précisément. Ouais. Cette pièce a été livrée, oui. En fait, effectivement, le 22 juin, la Chine a livré, alors, je cite, un aimant supraconducteur circulaire dit de champ poloïdal de 10 mètres de diamètre et d'une masse de 400 tonnes. Qu'est-ce que c'est ce gros machin alors c'est quoi? Ce gros machin, c'est en fait quasiment une des pièces les plus importantes de tous les dispositifs. C'est-à-dire que en fait, un tokamak, c'est un donut. Quand vous dites tokamak, c'est... Un tor, c'est-à-dire c'est comme un pneu de voiture, vous voyez? Le tokamak, c'est le réacteur. En fait. C'est le réacteur. C'est une chambre. C'est un réacteur à fusion thermonucléaire, voilà. À confinement magnétique. Voilà. C'est-à-dire que pour contenir le plasma, c'est le quatrième état de la matière. Donc c'est un gaz qu'on va chauffer, un gaz ionisé, et qu'on va chauffer, donc, comme on a dit là, jusqu'à 7-8 fois la température du Soleil. Donc pour le contenir, en fait, on met des aimants. Donc, mais c'est une chambre donc magnétique sous forme de. Vous prenez un cercle et vous le faites tourner dans un cercle. Donc vous avez un pneu, c'est comme un pneu de voiture. Mais en fait, toute la paroi, en fait, il y a des aimants pour contenir le plasma qui est en fusion. Alors, il y a 3 types d'aimants. Il y a un aimant vertical qui est au milieu, qui est actuellement fabriqué par General Atomic aux États-Unis, qui sont en train de fabriquer cette pièce-là. Il y a cet élément donc poloïdal, c'est-à-dire c'est en circulaire, c'est pour vraiment comme des pinces, c'est des anneaux, c'est comme si vous faites un tonneau, vous allez serrer autour du tonneau, vous mettez des bandes en métal. Et là, on fait la même chose. Non, ça, autour du tor, c'est toroïdal. Ah oui, donc il y a des aimants verticaux, il y en a qui sont circulaires autour de tout, et il y en a qui sont comme des anneaux autour de l'ensemble de la pièce. Ce que je sais, c'est que c'est 3 types d'aimants qui doivent contenir en fait le plasma dans la machine. Et il y a une partie qui est fabriquée par les États-Unis. Il y a 18 anneaux autour, dont 10 sont fabriqués par l'Europe, 8 par le Japon. Et il y a ces grands anneaux dont une partie est fabriquée par la Chine. C'est seulement une partie de cet anneau qui est fabriqué par la Chine. C'est assez drôle du point de vue de l'ironie géopolitique. Oui. C'est-à-dire que là, on a l'Inde, la Chine et les États-Unis qui sont... Ce sont 2 pays. C'est eux ensemble qui avec les aimants, voilà, ils sont en train de s'aimer, là. Ils aiment... Ils sont en train de travailler ensemble. Je t'aime moi non plus, en fait. Je t'aime moi non plus. Je te confine. C'est-à-dire que le plasma fait 150 millions de degrés. Il ne faut pas qu'il touche les parois de la cavité. Les aimants, justement, sont là pour le confiner à l'intérieur sans qu'il touche les bords. Mais ils travaillent ensemble. Mais ce qui est magnifique,
c'est que c'est le génie humain, c'est le génie On va y scientifique venir, parce que l'aspect géopolitique qui est en train de travailler ensemble pour faire quelque chose qui va être bénéfique pour tout le monde. Et en fait, ces 3 types d'aimants sont fabriqués respectivement par les États-Unis, la Chine et l'Inde, si je schématise. Oui, mais peu. par exemple, les Indiens, il faut bien voir que c'est pas... Par exemple, les Indiens ont fabriqué une pièce. Bon, il y aura un sous-traitant qui sera une société en Allemagne. Ouais. Après, la pièce est envoyée en Italie parce qu'il faut rajouter une autre pièce. Il faut bien voir que ITER, c'est 10 millions de pièces. 10 millions de 10 pièces. millions de pièces. Il y a 1 million d'éléments. Et des éléments, certains sont multiples, d'autres sont moins multiples. Mais en tout, il y a 10 millions de pièces. Ouais. C'est absolument énorme. Et c'est un puzzle. C'est un puzzle. Ce que je suis en train de dire, c'est que même si un pays va faire la partie métallurgie, après il faut rajouter les câbles, il faut appeler les pièces. En fait, tout cela montre qu'un enjeu comme ça, aucun pays, même tout seul, peut faire une pièce. C'est-à-dire que chaque pays a besoin des autres pays, même pour jouer son rôle. On a même chaque fois besoin de l'autre. Ils sont contraints de coopérer, qu'ils le veuillent ou non, en fait. Ouais. Oui, c'est un peu comme l'espace à l'époque de Gagarine et à Viking, quand les Russes et les Américains ont fait la jonction. Ouais. En 75. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans ce type de travail, en fait, on est dans la grande fraternité humaine. Et tout le reste, c'est vraiment trop petit pour perdre son temps. Il faudrait que Donald Trump se penche un petit peu plus sur ce type de coopération. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Alors, pourquoi ils ont confié la fabrication de cette pièce très importante à la Chine? Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que, comme Pierre l'a expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, toutes les innovations qui ont été faites dans tous les autres réacteurs de recherche, en fait, on va essayer de les unir dans une seule machine, qui est ITER. C'est ça, tout à fait, ITER. Mais chaque pays a ses propres traditions, ses propres, même des tokamaks. Par exemple, en France, à Cadarache, à côté, il y a Thor Supra. Il y avait un autre tokamak et qu'on a reformaté. Et toutes les pièces qui entrent dans ITER sont d'abord testées en miniature dans le pays qui va les fournir. La Corée a testé une pièce, je crois que c'est le cryostat. C'est très compliqué du point de vue technique parce qu'il faut refroidir, il faut chauffer, refroidir, il y a des câbles avec des métaux spéciaux, etc. Tous ces éléments sont testés dans chaque pays. Et donc, en fonction de la recherche dans chaque pays, on a fait appel à chaque pays de contribuer le meilleur de sa propre recherche. Donc en Chine... Il y a eu un appel d'offres peut-être. Donc la question c'est qu'à Hefei, on produit la machine, c'est l'Institut de physique de plasma de Hefei. De Hefei, voilà, dans la province de l'Anhui, je rappelle. Voilà. Où il y a un chercheur qui est là depuis 30 ans, qui avait hérité les premiers tokamaks construits en Chine, c'était avec l'aide de la Russie. Parce qu'en fait, ceux qui ont inventé le concept de tokamak, c'était Sakharov, dans les années 50, 1950. Il y a un Russe et Sakharov qui ont imaginé le concept. Et donc, tous les pays du monde ont commencé à travailler dans les années 70. Autour de 70, il y avait 100 tokamaks dans le monde. Toutes les villes du monde travaillaient individuellement. Et après, il y a eu le temps des projets plus grands. En France, on avait le tokamak à Fontenay-aux-Roses. Il y avait qui était un des plus performants du monde. Et ensuite, donc il y a eu beaucoup de coopération déjà avant ITER, notamment entre la France et la Chine, autour de Thor Supra, qui est un peu le frère et sœur, parce qu'en Chine, il y a le projet EAST, qui est un réacteur expérimental, et en France, il y a le projet WEST, East-West, donc c'est Orient-Occident, comme un dialogue. Et donc pourquoi la Chine? Parce que la Chine était le pays qui était le plus qualifié pour faire cette pièce particulière.
Est-ce que c'est aussi grâce à la coopération très étroite entre la Chine et la France dans le domaine nucléaire? Oui. Je me souviens dans les années 80, surtout dans les années 90, il y a eu énormément de coopération dans ce domaine-là entre la France et la Chine. Ça continue. Ça y a contribué, hein? Ah oui. Ah, c'est sûr que Et après, la Chine a dû EDF développer sa propre, on va dire, technologie, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr que la France a pas mal aidé le démarrage du programme nucléaire Et en matière chinois. nucléaire, Et aujourd'hui. même les normes, Ouais. oui, pour le Hualong. Hualong, oui. Là, la Chine est en train de construire, notamment en Angleterre, à Bradwell, le premier réacteur 100% chinois. Il y en a un au Pakistan, il y en a un en Angleterre. Mais les normes, en fait, ont été... La France a beaucoup aidé pour définir les normes, qui fait que la Chine peut faire appel à la France et à plein d'autres pays qui travaillent avec la France pour les sous-traitants, pour déjà avoir des ouvertures sur les autres producteurs de technologie. Donc ça jouait un rôle. Ouais. En fait, on se souvient dans les années, je crois que c'était en 2011, hein, il y a eu une explosion au Japon. Oui, d'un réacteur, oui, c'est ça, Fukushima. Ouais. Est-ce que le projet ITER, le réacteur ITER, risque d'exploser un jour? Non, parce que par principe, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il il est alimenté par combustible au fur et à mesure du processus, c'est-à-dire qu'il y a en permanence 2 à 3 grammes de combustible dans tout le réacteur. Et bon, le plasma, c'est un état de la matière très particulier, si vous voulez. Donc, ce n'est pas suffisant pour provoquer effectivement une explosion. Mais ça veut dire que ITER, il a toutes les qualités. Il a toutes les qualités d'un réacteur nucléaire sans ses défauts, non? C'est un outil de recherche. On essaye de valider un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un cœur qui peut Parler fondre. Comme si c'était encore à l'étape expérimentale. On va mettre des processus que l'on maîtrise séparément, qu'on va mettre ensemble. Et donc là, vous ne pouvez jamais savoir à l'avance